Gabriel Mercer est entré dans son propre restaurant après une affaire sanglante et il s'est figé net au moment où il a entendu les sanglots étouffés d'une jeune femme. Quelques minutes plus tôt, il venait de conclure une soi-disant affaire, le sang collait encore aux poignets de sa chemise. C'était son travail. C'était sa vie. Gabriel Mercer, 36 ans, propriétaire de l'un des plus grands empires clandestins de Los Angeles. Mais ce soir, il n'entrait pas à l'Obsidian en tant que caïd. Il venait en tant que client ordinaire, sans entourage, sans préavis. Personne ne savait qu'il viendrait. C'était l'habitude de Gabriel depuis des années. Il pensait que la vérité d'un lieu ne se trouvait pas dans les rapports financiers ou les jolis chiffres sur papier. Elle vivait dans les yeux fatigués des employés après un service de nuit, dans les soupirs cachés dans un coin de la cuisine, dans les conversations chuchotées qu'un directeur n'entend jamais. L'Obsidian était son restaurant haut de gamme du centre-ville de Los Angeles, l'une des façades légales les plus parfaites qu'il ait jamais construites. De l'extérieur, c'était là que l'élite d'Hollywood venait pour du bœuf wagyu et du bon vin. De l'intérieur, c'était les yeux et les oreilles de Gabriel sur le terrain. Un vendredi soir, le restaurant était bondé. L'air portait le doux parfum du beurre à l'ail et de la viande grillée. La lueur des bougies vacillait sur les nappes blanches et les rires des convives se mêlaient à une douce mélodie de jazz. À première vue, tout était parfait. Mais Gabriel avait vécu assez longtemps dans l'ombre pour savoir que les apparences pouvaient mentir. Il est entré, a choisi une place près du bar et a laissé son regard balayer la salle par habitude. Et c'est là qu'il l'a vu, Derek Lawson, le directeur du restaurant, debout au bord de la salle, les mains croisées sur la poitrine. Il observait le personnel avec un regard que Gabriel a reconnu instantanément. Ce n'était pas le regard d'un manager supervisant le travail. C'était le regard d'un prédateur traquant sa proie. Un regard de contrôle, de possession, de menace. Le front de Gabriel s'est légèrement plissé. Quelque chose n'allait pas. Puis il l'a entendu, un petit son, étranglé et tremblant, venant du couloir qui menait à la salle de pause du personnel. Des pleurs. Pas bruyants ou théâtraux, le genre de pleurs que quelqu'un essaie de ravaler, de refouler pour ne pas s'effondrer en public. Gabriel s'est levé et s'est lentement dirigé vers le son. La porte de la salle de pause était entr'ouverte. À travers l'ouverture étroite, il l'a vue, une jeune femme qui semblait avoir la fin de la vingtaine, portant l'uniforme du personnel de l'Obsidian. Elle se tenait la tête baissée, les deux mains agrippées au bord d'une table, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Ses épaules tremblaient. Des hoquets étouffés s'échappaient de ses lèvres serrées. À côté d'elle, un jeune homme dans le même uniforme disait quelque chose dans un murmure pressant. Gabriel ne pouvait pas distinguer les mots. Il n'en avait pas besoin. L'image disait tout. Cette jeune femme avait peur. Pas une peur passagère, mais le genre de peur qui avait pris racine au plus profond d'elle, la rongeant jour après jour. Puis elle a relevé la tête. La lumière est tombée sur son visage et Gabriel s'est figé. Ses yeux étaient verts, clairs comme du gel, mais parcourus de fractures de chagrin. Ses yeux ont donné à Gabriel l'impression que quelqu'un avait serré le poing autour de son cœur. Il connaissait ses yeux, il avait déjà vu ses yeux. Il y a 8 ans, lors d'une nuit baignée de sang, quand un homme s'est effondré dans ses bras, les yeux verts encore ouverts, une bouche murmurant des derniers mots qui n'ont jamais été entiers. Gabriel a reculé d'un pas, sa respiration soudainement lourde. Ce n'était pas possible. Ce devait être une coïncidence. Ça devait l'être. Mais l'instinct d'un homme qui avait survécu à des centaines de batailles lui disait le contraire. Ses yeux n'étaient pas un accident. Cette fille n'apparaissait pas ici par hasard. Gabriel s'est détourné et est retourné vers le bord d'un pas tranquille. Il s'est assis, a commandé de l'eau et a commencé à observer. Ce soir, il ne partirait pas. Pas avant d'avoir découvert qui était la fille aux yeux verts et pourquoi, en la regardant, il sentait le fantôme de son passé revenir le hanter. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez cette vidéo dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines parties de l'histoire. Gabriel a remarqué que le jeune homme qui réconfortait la fille un instant plus tôt était retourné dans la salle à manger. Il portait l'uniforme de l'Obsidian, un carnet de commandes à la main. Pourtant, ses yeux se tournaient de temps en temps vers le couloir. L'inquiétude était trop visible pour être cachée. Gabriel s'est levé et s'est dirigé d'un pas tranquille vers la zone de service.
Il avait besoin d'informations et ce jeune homme pourrait être la première pièce du puzzle. Gabriel s'est arrêté à côté du distributeur de serviettes et a fait semblant de chercher quelque chose. « Hey, je peux vous emprunter un stylo? » Le jeune homme s'est retourné, surpris un instant. Son badge indiquait Ryan Torres. Il a tendu le stylo avec une retenue prudente. Gabriel l'a pris mais n'est pas parti. Il a regardé Ryan avec un regard calme et régulier. Sa voix s'est faite plus basse. « Cette fille de tout à l'heure, votre amie, elle n'a pas l'air bien. » Ryan s'est raidi. Ses yeux ont cligné rapidement, puis sont tombés sur le sol. « Elle va bien. » La réponse est venue trop vite, trop nette, trop défensive. Gabriel avait interrogé toutes sortes d'hommes assez longtemps pour savoir quand quelqu'un mentait, et Ryan mentait. Non pas parce qu'il voulait cacher quelque chose, mais parce qu'il avait peur. Gabriel n'a pas insisté. Il est simplement resté là en silence, son expression calme, ses yeux ne quittant jamais Ryan. Le silence avait son propre poids. Il pesait sur les gens, leur donnait envie de combler le vide avec des mots. Et Ryan, malgré tous ses efforts, ne pouvait échapper à cette règle. Elle s'appelle Grace. Ryan a laissé échapper un souffle, sa voix devenant plus faible. Elle est ici depuis plus d'1 an, la meilleure personne de cet endroit. Ne se plaint jamais. Ne prend jamais de jour de congé. Gabrielle a hoché légèrement la tête, l'incitant à continuer. Mais elle n'a pas le choix. Ryan a dégluti, ses mains se resserrant sur le carnet de commande. Sa mère est décédée d'un cancer il y a quelques années, laissant derrière elle une dette d'hôpital de 127 000 $. Grace a dû abandonner ses études, travailler 2 ou 3 emplois en même temps pour la rembourser. Puis elle est venue d'ici. La voix de Ryan est devenue amère. Derek, ce directeur, il connaît la situation de Grace. Il la force à faire des services de nuit encore et encore. Lui fait faire des heures supplémentaires sans la payer. Elle ne peut pas dire non parce qu'elle a peur de perdre son emploi. Et perdre son emploi signifie... Il n'a pas terminé la phrase, mais Gabriel a compris. Perdre son emploi signifiait tout perdre. Cela signifiait s'enfoncer plus profondément dans la boue dont elle se battait pour sortir. « Y a-t-il autre chose ?» a demandé Gabriel, toujours calme, bien que ses yeux se soient assombris. Ryan a ouvert la bouche pour en dire plus, mais il s'est soudainement arrêté. Son regard a glissé par-dessus l'épaule de Gabriel, et son visage a blêmi en un instant. Gabriel n'a pas eu besoin de se retourner pour savoir qui arrivait. Il a senti le changement dans l'air, a senti le regard acéré qui lui transperçait la nuque. « Je dois travailler », a dit Ryan rapidement, baissant la tête, tripotant la pile de serviettes comme si leur rangement importait plus que de respirer. « Désolé, je ne peux pas parler longtemps. » Puis il s'est éclipsé comme un lapin qui aurait senti un renard. Gabriel est resté où il était, le stylo toujours à la main. Il ne s'est pas retourné, mais il savait que Derek Lawson se tenait juste derrière lui. Gabriel ne s'est pas pressé de se retourner pour faire face à Derek. Au lieu de cela, il a calmement glissé le stylo dans la poche de sa veste et s'est dirigé vers le bar, comme si de rien n'était. Il a pris place sur un tabouret haut dans un coin sombre, un endroit d'où il pouvait observer tout le restaurant sans attirer l'attention. Derrière le bar se tenait un homme d'environ 32 ans, aux cheveux bruns, solidement bâti, polissant un verre avec l'aisance d'un barman professionnel, Jake Morrison. Mais Jake n'était pas seulement un barman. C'était l'homme de Gabriel, placé à l'Obsidian 2 ans plus tôt pour surveiller l'activité du restaurant et signaler tout ce qui sortait de l'ordinaire. Jake a aperçu Gabriel et n'a montré aucune surprise ni changé d'expression. Il s'est simplement approché, ses mains continuant de bouger sur le verre, et a demandé comme un barman le ferait à n'importe quel client régulier. « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? » Gabriel a répondu doucement. « Un whisky sec. » Jake a hoché la tête et s'est tourné pour prendre la bouteille. Quand il a posé le verre devant Gabriel, sa voix a baissé suffisamment pour que seuls eux deux puissent l'entendre. « Derek Lawson, il y a un problème. » Gabriel a pris une gorgée de whisky, les yeux fixés droit devant. « Parle. » Jake a continué à essuyer le bar, son mouvement fluide et ordinaire, comme si aucune conversation n'avait lieu. Il passe des appels secrets après son service. Il sort toujours dans la ruelle arrière. Il parle longtemps, puis revient comme si de rien n'était. J'ai essayé d'écouter, mais il est prudent. Gabriel n'a rien dit attendant. Il y a plus. Jake a jeté un rapide coup d'œil vers Derek, qui se tenait dans la salle, puis a continué.
Des inconnus viennent le voir régulièrement, environ une fois toutes les 2 semaines. Ils n'entrent pas par la porte principale. Ils utilisent l'arrière. Je n'ai pas bien vu leur visage, mais ils ne se déplacent pas comme des clients normaux. Leur façon de marcher, leur façon de regarder autour d'eux, ils dégagent quelque chose. Gabriel a compris ce que cela signifiait. C'était le genre d'instinct que les gens du milieu possédaient, la capacité de reconnaître les leurs par leur façon de se mouvoir dans l'espace. Quoi d'autre? Jake a cessé de polir un instant, sa voix devenant plus grave. Il y a quelque chose d'étrange. Il pose beaucoup de questions sur l'employé nommé Grace, pas sur son travail ou ses performances. Il pose des questions sur sa famille, en particulier sur son père. Gabriel a posé son whisky, le mouvement plus lent que d'habitude. Son père? Ouais. Jake a hoché la tête. Il a demandé qui est son père, ce qu'il faisait quand il est mort. Comme s'il cherchait quelque chose ou confirmait quelque chose. Gabriel est resté silencieux. Les instincts d'un chef de la mafia criaient dans sa tête. Un directeur de restaurant ordinaire n'avait aucune raison de se soucier du père d'une serveuse, à moins qu'il ne soit pas un directeur ordinaire, à moins qu'il ait quelqu'un au-dessus de lui, à moins que Grace ne soit pas une cible choisie au hasard. Gabriel s'est levé, laissant plusieurs billets sur le bar. Avant de partir, il a dit à voix basse à Jake, « Continue de surveiller. Le moindre mouvement de Derek, tu me le fais savoir immédiatement. » Jake a hoché la tête et est retourné au travail comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Gabriel venait à peine de quitter le bar quand il a senti un changement dans l'air. Quelqu'un se dirigeait vers lui, d'un pas régulier, délibéré, ni pressé, ni lent. Il s'est retourné. Derek Lawson marchait droit sur lui, un sourire professionnel aux lèvres, tandis que ses yeux restaient froids comme la glace. Le directeur de 44 ans était grand et mince, les cheveux soigneusement peignés, son costume sombre, impeccablement lisse. De l'extérieur, il ressemblait au directeur de restaurant haut de gamme idéal, mais Gabriel avait vu trop d'hommes comme lui pour se laisser tromper par les apparences. Et les hommes qui portaient le mieux les masques étaient souvent les plus dangereux. « Bonsoir, monsieur. » Derek s'est arrêté à quelques pas, le ton poli, bien que quelque chose de tranchant se cachait en dessous. « Je suis Derek Lawson, le directeur de l'Obsidian. J'ai remarqué que vous êtes assis ici depuis un bon moment ce soir. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? » Gabriel a souri amicalement, comme le ferait n'importe quel client ordinaire. « Non, merci. J'apprécie juste l'atmosphère. Cet endroit est impressionnant. » Derek a hoché la tête, mais son regard n'a pas quitté Gabriel. « Êtes-vous ici seul? »« Oui. »« Première fois? » Gabriel a légèrement incliné la tête, comme s'il réfléchissait. « Pas exactement. Je suis passé quelques fois. J'aime le Wagyu ici. » C'était vrai. Gabriel était venu à l'Obsidian de nombreuses fois, bien que toujours dans des circonstances différentes, sous différentes couvertures. Derek n'avait aucune raison de le reconnaître, mais Derek ne semblait pas satisfait de la réponse. Il s'est approché un peu plus, plissant les yeux comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. « Vous me semblez familier, » a-t-il dit lentement, chaque mot mesuré, pesé. « J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Pourriez-vous me dire votre nom? » L'air s'est épaissi d'un coup. Gabriel a senti la tension cachée dans cette question. Ce n'était pas la curiosité désinvolte d'un directeur de restaurant. Il le sondait. Si Derek savait qui il était, tout deviendrait beaucoup plus compliqué. Mais Gabriel n'était pas un homme facile à ébranler. Il avait affronté pire que cela des centaines de fois. Il a regardé Derek droit dans les yeux, son expression parfaitement calme. « J'ai un visage assez commun. Les gens me disent que je ressemble à telle ou telle personne. Peut-être que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Derek n'a pas répondu tout de suite. Il a continué à étudier Gabriel pendant quelques secondes, comme s'il cherchait une faille dans son déguisement. Mais Gabriel ne lui a rien donné. Finalement, Derek a souri, bien que le sourire n'ait jamais atteint ses yeux. « Peut-être bien. Je m'excuse si je vous ai dérangé. » Il a reculé, mais n'a toujours pas quitté Gabriel des yeux. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez simplement un membre du personnel. J'espère que vous passez une excellente soirée. » Gabriel a hoché la tête, gardant son sourire amical. « Merci. » Derek s'est retourné et est reparti vers la salle à manger. Mais Gabriel n'a pas manqué ce moment. Alors que Derek passait devant la section où travaillait Grace, il l'a regardé, juste un coup d'œil, moins d'1 seconde. Mais Gabriel l'a vu.
Ce n'était pas un patron qui regardait une employée, c'était de la possession. Le regard d'un homme qui la voyait comme quelque chose qui lui appartenait. Le regard d'un prédateur gardant sa proie. Grace a semblé le sentir. Elle a légèrement frissonné, ses épaules se crispant un bref instant. Puis elle a baissé la tête et a continué à travailler comme si de rien n'était. Mais Gabrielle a vu ses mains trembler faiblement alors qu'elle posait une assiette sur la table. Elle avait peur. Pas peur de perdre son emploi, peur de Derek, peur de ce qu'il pourrait lui faire. Gabrielle s'est retournée vers le bord et a fait semblant de commander un autre verre, mais du coin de l'œil, il a vu Derek parler avec un employé masculin dans un coin éloigné. Derek a dit quelque chose, puis a hoché la tête en direction de Gabrielle. L'employé a jeté un coup d'œil à Gabrielle, puis a hoché la tête en retour. Gabrielle a compris immédiatement. Derek ordonnait à l'homme de le surveiller. Derek ne lui faisait pas confiance. Il était méfiant et il voulait savoir qui était vraiment Gabrielle. Gabrielle a pris une gorgée de whisky, son visage toujours calme, comme si rien ne se passait. Mais dans son esprit, les pièces s'emboîtaient. Derek n'était pas un directeur ordinaire. Il passait des appels secrets. Des inconnus venaient le voir à intervalles réguliers, et il avait un intérêt particulier pour Grace, surtout pour son père. Maintenant, il se méfiait de Gabrielle, ordonnant à quelqu'un de le suivre comme si Gabrielle était une menace. Cet homme avait un patron, et son patron n'était clairement pas ordinaire. Gabrielle a posé son verre et s'est levé. Il devait en savoir plus. Il devait savoir qui était vraiment Grace, et il devait comprendre pourquoi ses yeux verts le hantaient si férocement. Gabrielle est sorti du restaurant et s'est tenu dans le parking sombre et ombragé. Il avait besoin d'air, il avait besoin de réfléchir. Mais quand il s'est retourné et a regardé à travers la vitre, son regard a croisé celui de Grace par accident. Elle se tenait à la caisse, la tête légèrement baissée, des mèches de cheveux tombant pour voiler une partie de son visage. Puis elle a levé les yeux, et la lumière a frappé directement le verre de ses yeux, et le monde de Gabrielle s'est arrêté. Ses yeux, d'un vert si clair qu'il ressemblait à du jade, avec de minuscules paillettes d'or disséminées autour de la pupille. Des yeux qu'il avait vus une fois auparavant, il y a 8 ans, lors de la nuit la plus horrible de sa vie. Le souvenir l'a submergé comme un raz de marée, le ramenant dans un passé qu'il avait essayé d'enterrer pendant 8 ans. Cette nuit-là, Gabriel avait 28 ans. Il était assis dans une voiture blindée avec son père, Robert Mercer, sur le chemin du retour après une réunion importante. Son père était le chef de l'Empire Mercer, l'une des plus grandes forces clandestines de Los Angeles, et Gabriel était le seul héritier. Thomas Sullivan était assis sur le siège passager avant, comme toujours. C'était le garde du corps le plus loyal de la famille Mercer, un homme qui avait servi le père de Gabriel pendant plus de 20 ans, un homme de peu de mots, dur comme le fer, avec des yeux verts qui ne cessaient jamais de surveiller. Gabriel avait grandi avec Thomas comme s'il était un oncle, un professeur, un protecteur silencieux. Personne n'imaginait ce qui allait se passer. La voiture venait à peine de tourner dans une route déserte quand tout a explosé. Des phares aveuglants ont jailli de l'avant. Des pneus ont crissé sur le bitume, puis des coupes de feu. Des dizaines de tirs ont déchiré la nuit, traversant le verre par balle comme si c'était du papier. Le père de Gabriel s'est effondré instantanément, le sang jaillissant de sa poitrine. Gabriel a crié, tendant la main vers lui, mais une main puissante l'a poussé au sol de la voiture. Thomas Sullivan. Thomas a couvert Gabriel de son propre corps, tandis que son autre main continuait de riposter aux attaquants. Mais ils étaient trop nombreux, trop d'armes. Une balle a traversé l'épaule de Thomas, puis une autre s'est logée dans son dos, puis une autre. Thomas n'est toujours pas tombé. Il est resté là, protégeant Gabriel, ripostant jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles. Puis il s'est effondré. Gabriel a rattrapé Thomas, et le sang de Thomas a imbibé les vêtements de Gabriel. Les tirs avaient cessé. Les attaquants s'étaient retirés, croyant probablement que tout le monde était mort. Mais Gabriel était en vie grâce à Thomas. « Thomas, tiens bon, je vais appeler quelqu'un », dit Gabriel, la voix tremblante. Thomas l'a regardé, ses yeux verts commençant déjà à s'assombrir. Il a essayé de sourire, mais du sang a coulé du coin de sa bouche. « Vis », a-t-il murmuré, chaque mot lui prenant le peu de force qui lui restait. « Ma fille, Grace, s'il te plaît. » Il n'a pas fini. Ses yeux verts sont restés ouverts, mais la lumière à l'intérieur s'est éteinte. Thomas Sullivan est mort dans les bras de Gabriel,
laissant derrière lui une dernière requête inachevée sur la fille qu'il aimait. Gabrielle avait essayé de la retrouver. Après les funérailles de Thomas, après s'être vengé des hommes qui leur avaient tendu une embuscade, Gabrielle a donné l'ordre de localiser la famille de Thomas. Mais tous les dossiers avaient été effacés, comme si quelqu'un les avait délibérément cachés. Et puis la vie a englouti Gabriel dans le tourbillon du pouvoir, des guerres de territoire, de la reconstruction de l'Empire à partir des cendres. Peu à peu, il a oublié les dernières mots de Thomas, jusqu'à ce soir. Gabriel a cligné des yeux et est revenu au présent. Il était toujours debout dans le parking, observant Grace à travers la vitre. Les yeux verts, les cheveux châtains foncés, la forme de son visage. Tout ressemblait si intensément à Thomas Sullivan que ça lui coupait le souffle. « Ce n'est pas possible », a murmuré Gabriel, la voix rauque. « Hélène est... » Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Marcus Webb, son second le plus loyal. Marcus a décroché à la première sonnerie. « Patron ?»« Marcus », a dit Gabriel, sa voix froide et tranchante comme une lame. « Enquête sur une certaine Grace. Elle travaille à l'Obsidienne. J'ai besoin de tout savoir sur elle. Qui est son père? Qui est sa mère? Où elle vit? Tout. » « Compris. Pour quand? » « Tout de suite. » Gabriel a mis fin à l'appel, ses yeux ne quittant jamais Grace. Si elle était vraiment la fille de Thomas Sullivan, alors il lui devait 8 ans. 8 ans à vivre seule, sans personne pour la protéger, sans personne pour la défendre, alors que lui, l'homme pour lequel son père était mort, ne savait même pas qu'elle existait. Gabriel était assis dans la Bentley noire, garé dans un coin ombragé du parking. Ses yeux étaient toujours fixés sur le restaurant Obsidian. À l'intérieur, Grace travaillait encore, essayant de survivre à une autre nuit sous le regard de prédateur de Derek Lawson. Et elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer complètement. Gabriel a jeté un coup d'œil à sa montre. 20 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait appelé Marcus. 20 minutes où chaque seconde s'étirait comme une heure. Il essayait de contenir son impatience, mais son cœur battait à un rythme qu'il ne pouvait contrôler. Si elle était vraiment la fille de Thomas Sullivan, alors il avait trahi l'homme qui avait sacrifié sa vie pour le sauver. 8 ans. 8 ans qu'elle était seule et il ne le savait pas. Le téléphone a vibré. Marcus. Gabriel a répondu immédiatement. Parle. La voix de Marcus était basse et sérieuse, comme toujours. J'ai trouvé les informations, patron, et vous allez vouloir rester assis en entendant ça. Gabriel a resserré sa prise sur le volant. J'écoute. Le nom complet de cette fille est Grace Sullivan, 27 ans, la fille unique de Thomas Sullivan. Le cœur de Gabriel a semblé manquer un battement. Il l'avait soupçonné. Il l'avait senti dans ses os, mais entendre la confirmation l'a quand même frappé comme un coup de poing à la poitrine. Continue. Marcus a pris une profonde inspiration. Son dossier est assez tragique, patron. Après la mort de Thomas, sa femme, Linda Sullivan, a élevé Grace seule. Elle s'est tuée au travail pour payer les études de sa fille, mais il y a 6 ans, on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Elle est morte après 10 mois de lutte contre la maladie, laissant à Grace une dette d'hôpital de 127 000 $. Gabriel a fermé les yeux. 127 000 $. Pour lui, c'était une petite somme, rien. Mais pour une jeune femme sans famille, sans soutien, c'était une montagne assez lourde pour écraser une vie. Elle a dû abandonner ses études en 3e année d'université, a continué Marcus. Depuis, elle a enchaîné tous les boulots possibles pour payer la dette. Serveuse, employée d'épicerie, femme de ménage. Elle a commencé à l'Obsidian il y a environ 14 mois. 8 ans, a murmuré Gabriel, sa voix épaisse et basse. 8 ans qu'elle vit seule. Personne ne l'a aidée, personne ne l'a protégée. Il a pensé à Thomas Sullivan, l'homme mort dans ses bras avec une dernière requête inachevée sur sa fille. Il a pensé à ses yeux verts, encore ouverts après que la vie se soit envolée. Thomas avait voulu qu'il fasse quelque chose pour Grace et il avait échoué. Il y a plus, patron. La voix de Marcus s'est tendue. À propos de Derek Lawson, vous n'allez pas aimer ça. Gabriel a ouvert les yeux, ses instincts en alerte. Dites-le. Derek Lawson n'est pas un directeur ordinaire. Il a des liens avec Victor Crane. Ce nom, le nom que Gabriel croyait avoir enterré avec le passé. Il s'est immobilisé, ses doigts se crispant sur le téléphone si fort que ses jointures sont devenues blanches. Victor Crane est mort, a dit Gabriel, sa voix glaciale. Il y a 8 ans,
Après l'embuscade, j'ai ordonné que toute sa faction soit anéantie. Il est mort là-dedans. Il n'est pas mort, patron, a répondu Marcus, sa voix lourde. Je ne sais pas comment, mais il s'en est sorti. Pendant 8 ans, il s'est caché, reconstruisant lentement sa force. Et Derek Lawson est l'un de ses hommes de confiance. La rage a envahi la poitrine de Gabriel. Victor Crane, l'homme qui avait organisé cette embuscade, l'homme qui avait tué son père, l'homme qui avait indirectement tué Thomas Sullivan. Il était toujours en vie. Il y a plus, a dit Marcus. J'ai creusé plus profondément le lien entre Derek et Grace, et c'est la partie que vous allez vouloir entendre le plus. Gabriel a attendu chaque seconde le tranchant comme une lame sur la peau. Victor Crane sait qui est Grace. Il sait qu'elle est la fille de Thomas Sullivan, et il a délibérément arrangé pour qu'elle obtienne un emploi à l'Obsidian. Quoi? A grogné Gabriel. Thomas Sullivan a autrefois ruiné un plan majeur de Victor avant l'embuscade. Victor ne l'a jamais oublié. Il veut se venger. Et la façon qu'il a choisie est d'utiliser la fille de Thomas. Marcus s'est tué un instant, comme s'il pesait comment dire la suite. Derek a été placé là pour surveiller Grace, pour la contrôler. Il a posé des questions sur Thomas parce qu'il devait confirmer qu'elle était la bonne cible. Et d'après ce que j'ai recueilli, Victor a un plan pour elle. Je ne sais pas encore quel est ce plan, mais ce n'est certainement rien de bon. Gabriel est resté assis là, silencieux. Dans son esprit, chaque pièce s'emboîtait, formant une image sombre. Grace n'avait pas atterri à l'Obsidian par hasard. Elle était une cible, un pion dans la vengeance de Victor Crane, et elle n'en avait aucune idée. Patron. Marcus a repris la parole après le silence. Comment voulez-vous gérer ça? Gabriel a pris une profonde inspiration. Quand il a parlé, sa voix était froide comme l'acier. Ce soir, occupe-toi de Derek, propre, sans trace, et Victor Crane. Il a fait une pause, ses yeux fixés sur le restaurant où Grace travaillait encore, inconsciente qu'elle se tenait au milieu d'une guerre dont elle ne connaissait même pas l'existence. Victor Crane a fui pendant 8 ans, mais il ne fuira plus. Gabriel est retourné à l'Obsidian avec un seul et unique but. Il devait parler à Grace. Il devait lui dire la vérité. Le restaurant était toujours bondé, la musique flottait toujours dans l'air, mais Gabriel ne prêtait plus attention à rien de tout cela. Ses yeux ont balayé la salle à manger, cherchant la fille aux yeux verts. Elle n'était pas là. Gabriel a froncé les sourcils et s'est rapidement dirigé vers le couloir menant à la zone du personnel. Et c'est là qu'il a entendu la voix de Derek, froide et menaçante, venant du coin du couloir. Ce soir, après la fermeture, tu sais ce que tu es censé faire. La réponse de Grace est revenue, petite et tremblante. Je ne peux pas, s'il vous plaît. Tu n'as pas le droit de refuser, et couper Derek, sa voix comme une lame. Tu crois que tu as le choix? Tu es criblé de dettes, sans famille, personne pour te protéger. Un mot de ma part et tu es à la rue immédiatement. Et crois-moi, personne n'embauchera une petite fille comme toi. Silence, puis les pas de Derek ont résonné, s'éloignant. Gabriel s'est plaqué dans le coin du mur, l'abaissant au mur, laissant passer Derek sans qu'il le remarque. Le visage du directeur était de glace, ses yeux noirs comme un puits sans fond. Gabriel a dû retenir tous ses instincts de saisir l'homme à la gorge sur le champ. Pas encore. Derek paierait, mais pas maintenant. Quand Derek a complètement disparu, Gabriel est entré dans le couloir. Grace était appuyée contre le mur, les bras enroulés autour d'elle comme si elle essayait de ne pas se briser. Ses épaules tremblaient, sa respiration était rapide, ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait pas de larmes. Elle avait tellement pleuré qu'elle n'avait plus rien à pleurer. Grace a appelé doucement Gabriel. Elle a sursauté et a relevé la tête. Quand elle a réalisé que l'homme en face d'elle était l'étrange client qu'elle avait vu dans le restaurant ce soir, elle s'est redressée rapidement, essayant de retrouver son calme. « De quoi avez-vous besoin, monsieur? Cette zone est réservée aux employés. »« Je sais. » Gabriel s'est approché un peu plus, sa voix plus douce que d'habitude. « Je ne suis pas ici en tant que client. J'ai besoin de vous parler. » Grace l'a regardé avec méfiance. « À propos de quoi? » Gabriel a pris une profonde inspiration. Il s'était préparé à ce moment, mais faire face à ses yeux verts, des yeux qui correspondaient à ceux de Thomas Sullivan jusqu'au moindre détail,
lui donnait toujours l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur. J'ai besoin de vous parler de Thomas Sullivan. Le visage de Grace s'est figé, comme s'il s'était changé en pierre. Elle a regardé Gabriel, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait parler, mais ne pouvait pas sortir les mots. Puis elle a reculé d'un pas, jusqu'à ce que son dos rencontre le mur. Vous connaissiez mon père? Sa voix n'était qu'un murmure. Gabriel a hoché la tête. Je le connaissais. Il a travaillé pour ma famille pendant plus de 20 ans. Travaillé? Grace a secoué la tête, la confusion se lisant sur ses traits. Mon père était chauffeur de camion. Il est mort dans un accident de la route il y a 8 ans. Ma mère a dit, « Votre mère ne vous a pas dit la vérité », a coupé Gabriel, sa voix douce mais ferme. Thomas Sullivan n'était pas chauffeur de camion. Il était garde du corps le plus loyal de ma famille, et il n'est pas mort dans un accident. Grace est restée là, incapable de parler. Elle regardait Gabriel comme s'il avait commencé à parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Il y a 8 ans, mon père et moi avons été pris dans une embuscade sur le chemin du retour, et continuait Gabriel, sa voix s'abaissant. Il y avait un traître, quelqu'un qui nous voulait morts. Cette nuit-là, des dizaines d'armes étaient pointées sur nous. Mon père est mort dans la première rafale de balles. Il a fait une pause avalant la boule dans sa gorge. Et j'ai survécu grâce à Thomas Sullivan. Il a utilisé son corps pour me protéger. Il a pris balle après balle qui m'était destinée et il a continué à riposter jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Grace. Elle ne sanglotait pas, elle ne criait pas. Elle se tenait juste là, des larmes silencieuses tombant. « Votre père est mort dans mes bras », a dit Gabriel, la voix rauque. La dernière chose qu'il a dite était à propos de vous. Il a dit votre nom. Il voulait que je promette quelque chose, mais il n'a pas pu finir. Il a quitté ce monde avec une dernière requête inachevée sur la fille qu'il aimait le plus au monde. Grace a couvert sa bouche, un sanglot étranglé s'échappant. Twiston. Ses genoux semblaient vouloir plier, mais elle s'est forcée à rester debout, pressée contre le mur, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de tomber. « 8 ans, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. 8 ans que je croyais que mon père était mort dans un accident. 8 ans que je pensais qu'il était parti d'une manière insignifiante. Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi ma mère m'a-t-elle menti? Peut-être qu'elle essayait de vous protéger, a dit Gabriel. Le monde dans lequel votre père vivait, le monde dans lequel je vis, n'est pas fait pour les gens ordinaires. Votre mère voulait probablement vous éloigner de tout ça. Grace a secoué la tête, les larmes coulant toujours. Mais j'avais le droit de savoir. Mon père était un héros. Il est mort pour sauver quelqu'un d'autre. J'avais le droit d'en être fier au lieu de penser qu'il était mort dans un banal accident de camion. Gabriel n'a pas répondu. Il comprenait sa colère. Il comprenait sa douleur. Et il savait qu'aucun mot ne pourrait refermer la blessure qui venait de s'ouvrir en elle. Mais il pouvait faire autre chose. « Grace », a-t-il dit, sa voix douce mais certaine. Elle l'a regardé à travers le voile de ses larmes. « Je dois la vie à votre père et j'ai échoué à vous trouver pendant 8 ans. Mais maintenant, je vous ai trouvé. » Il l'a regardé droit dans les yeux, sa voix comme un vœu. « Je ne laisserai plus personne vous faire de mal. Personne. » Grace était toujours debout là, les larmes pas encore sèches sur ses joues, quand une silhouette est apparue au fond du couloir. Derek Lawson, le directeur, s'est avancé d'un pas lourd, ses yeux se plissant quand il a vu Gabriel devant Grace. Son visage a vacillé un instant, puis est revenu à sa froideur habituelle. « Grace », a dit Derek, sa voix tranchante comme un couteau. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Une table attend au numéro 7. » Grace a immédiatement baissé la tête, le réflexe de quelqu'un qui avait pris l'habitude d'être contrôlé. Elle a rapidement essuyé ses larmes du dos de sa main et s'est préparée à bouger. Son corps obéissait à l'ordre de Derek comme une marionnette, sans réfléchir, sans questionner. C'était l'habitude d'une année vécue dans la peur. Mais avant qu'elle ne puisse passer devant Gabriel, il a levé un bras et l'a bloqué. Elle ne va nulle part. La voix de Gabriel n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un ordre absolu. Grace s'est arrêtée, le regardant avec confusion. Derek s'est arrêté aussi, son regard s'assombrissant. « Excusez-moi », il s'est approché, adoptant la posture menaçante qu'il avait utilisée pour briser tant d'employés. « Je ne sais pas qui vous êtes,
Mais c'est mon restaurant et Grace est mon employé. Elle a du travail à faire. Vous devriez partir avant que j'appelle la sécurité. Gabriel n'a pas bougé. Il est resté là, calme comme une montagne, ses yeux sur Derek avec un froid que seuls les hommes qui avaient regardé la mort en face pouvaient me posséder. Qui êtes-vous? A exigé Derek, l'irritation s'insinuant dans sa voix. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout devant le personnel. Pourquoi vous souciez-vous d'une serveuse comme ça? Gabriel l'a observé un instant de plus, comme s'il pesait un insecte avant de décider de l'écraser. Puis, lentement, il a sorti une carte de la poche intérieure de sa veste. Il l'a tendue pour que Derek la voie. « Je suis Gabriel Mercer », a-t-il dit d'un ton égal, propriétaire de l'Obsidian et de 17 autres restaurants du groupe Mercer. L'air dans le couloir a semblé se figer. Derek a regardé la carte, puis Gabriel, puis de nouveau la carte. Son visage est passé de la confusion à l'horreur en réalisant que Gabriel ne plaisantait pas. Mercer. Ce nom ne représentait pas seulement un groupe de restaurants. Dans le monde clandestin de Los Angeles, Mercer était un empire, et Gabriel Mercer était le roi sans couronne de cet empire. « Monsieur Mercer », a balbutié Derek, toute sa confiance éclatant comme une bulle de savon. « Je ne savais pas que vous veniez ce soir. Si j'avais su, j'aurais... » « Auriez quoi? » l'a coupé Gabriel, sa voix froide comme la glace. « Mieux traiter le personnel? Ne les auriez pas forcés à faire des heures supplémentaires non payées? Ne les auriez pas menacés en exploitant leurs difficultés? » Derek est devenu pâle. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. « J'ai tout entendu, » et continuait Gabriel, chaque mot un couteau. « Je vous ai entendu la menacer. Je vous ai entendu dire qu'elle n'avait pas le choix. Je vous ai entendu dire que vous la vireriez si elle ne faisait pas ce que vous vouliez. » Il a fait un pas de plus. Derek a reculé jusqu'à ce que son dos heurte le mur. « Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas? » Gabriel a baissé la voix pour que seul Derek puisse l'entendre. « Vous croyez que je ne suis pas au courant de vos appels secrets? Vous croyez que je ne sais pas pour qui vous travaillez? » Le visage de Derek est devenu couleur de papier. Ses yeux clignaient fort et vite, et Gabriel pouvait voir la sueur commencer à perler sur son front. « Monsieur Mercer, je peux expliquer. » « Vous n'avez pas besoin, » l'a coupé Gabriel. Il s'est tourné vers Grace qui se tenait là, stupéfaite, incapable de croire ce dont elle était témoin. L'étrange client avec qui elle avait parlé, l'homme qui lui avait parlé de son père, était le propriétaire du restaurant où elle travaillait. Il était l'un des hommes les plus puissants de Los Angeles. « Grace, » a dit doucement Gabriel, « tu n'as plus à avoir peur de lui. Tu n'as plus à écouter ce qu'il dit. À partir de ce moment, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. » Grace l'a regardé, ses yeux verts encore rouges de larmes, mais maintenant quelque chose d'autre y était entré. L'espoir, quelque chose qu'elle n'avait pas osé avoir depuis un an. Gabriel s'est retourné vers Derek. Le directeur tremblait, ses jambes menaçant de lâcher. Tout le pouvoir qu'il avait eu, tout le contrôle auquel il s'était accroché, se dissolvait devant le véritable propriétaire de cet endroit. « Et vous, » a dit Gabriel, sa voix dépourvue d'émotion, « vous avez fait la plus grosse erreur de votre vie en touchant quelqu'un que j'ai l'intention de protéger. » Derek a dégluti, essayant de forcer les mots à sortir. « Monsieur Mercer, je vous en supplie. » « Bureau, » l'a coupé Gabriel, sa voix un ordre final. « Maintenant. » Derek n'a pas osé dire un mot de plus. Il a baissé la tête et s'est traîné vers le bureau du directeur au bout du couloir. Gabriel a suivi, mais avant de partir, il a regardé Grace une dernière fois. « Attends-moi ici, ce ne sera pas long. » Puis il est parti, laissant Grace seule avec 1000 questions en tête et un étrange sentiment dans le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que quelqu'un était vraiment de son côté. La porte du bureau s'est refermée derrière Gabriel avec un clic sec. La pièce n'était pas grande, juste assez pour un bureau, quelques chaises et un classeur. Derek se tenait au milieu, le dos légèrement voûté, les mains jointes dans un nœud nerveux. Il a essayé de forcer un sourire, mais il est sorti tordu et tremblant, comme si les muscles de son visage avaient oublié comment sourire depuis longtemps. « Monsieur Mercer, je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu, » a commencé Derek, sa voix essayant d'être calme mais incapable de cacher la panique en dessous. « À propos de cet employé, je ne faisais que gérer à ma façon. Peut-être un peu strict, mais
Arrêtez! L'a coupé Gabriel, sa voix froide comme l'acier. Il ne s'est pas assis, n'a pas bougé. Il est juste resté là à regarder Derek avec les yeux d'un prédateur étudiant sa proie. Je ne suis pas venu ici pour vous écouter justifier votre style de management. Derek a dégluti, le faux sourire s'effaçant. Alors que voulez-vous? Gabriel s'est approché, puis d'un autre pas, jusqu'à ce qu'il soit juste en face de Derek, assez près pour voir la sueur couler sur la tempe de l'homme. Je sais que vous travaillez pour Victor Crane. Ces 5 mots ont frappé Derek comme 5 balles dans la poitrine. Le directeur s'est raidi, son visage devenant couleur de papier, ses yeux s'écarquillant de terreur. Il a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Vous pensez que je ne saurais pas? Et continuait Gabriel, sa voix toujours égale, mais chaque mot atterrissant comme un marteau. Les appels secrets après le travail. Les inconnus qui vous rencontrent régulièrement. La façon dont vous avez posé des questions sur Grace Sullivan, sur son père. Vous pensez que personne ne remarque? Derek a reculé jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Il n'y avait plus d'issue. Monsieur Mercer, je peux expliquer. Non, l'a coupé Gabriel. Vous n'expliquerez pas. Vous répondrez, et vous n'avez qu'une seule chance de répondre correctement. Il a légèrement incliné la tête, ses yeux se plissant. Où est-ce Victor Crane? Derek tremblait. Il a regardé Gabriel, puis la porte, comme s'il pesait s'il pouvait courir. Mais ils savaient tous les deux que c'était inutile. Personne ne fuyait Gabriel Mercer. Je ne sais pas. Faux. Gabriel a fait un autre pas, son visage maintenant à quelques centimètres de celui de Derek. Dites-moi où est Victor, ou je vous ferai me le dire. Sa voix n'était pas forte, mais quelque chose en elle a fait comprendre à Derek que ce n'était pas une menace en l'air. C'était une promesse. Et Gabriel Mercer tenait toujours ses promesses. Derek s'est effondré, pas physiquement, mais ce qui restait de son esprit a complètement cédé. Ses épaules se sont affaissées, sa tête est tombée, et quand il a finalement parlé, ce n'était qu'un murmure désespéré. Victor est dans un vieil entrepôt à la périphérie de Los Angeles, au sud de la ville, près d'une zone industrielle abandonnée. Gabriel est resté immobile, attendant. Il vous observe depuis 3 ans, a continué Derek, la voix tremblante. Il sait tout de vous. Votre emploi du temps, les endroits où vous allez, les gens proches de vous. Il attendait le bon moment pour frapper. Et Grace? Derek a dégluti, n'osant pas lever les yeux. Grace est sa cible principale. Thomas Sullivan a ruiné un plan majeur de Victor avant l'embuscade. Victor veut se venger. Il veut utiliser la file de Thomas pour... Il s'est arrêté, effrayé de finir. Pourquoi? A demandé Gabriel, sa voix devenant dangereuse. Pour vous torturer, a murmuré Derek. Il veut que vous la regardiez souffrir avant de vous tuer. Il a dit que c'est la vengeance parfaite. Tuer la file de l'homme qui est mort en vous sauvant, juste devant vous. La pièce a sombré dans le silence. Gabriel se tenait là, son visage ne laissant rien paraître, mais à l'intérieur, la rage bouillonnait comme de la lave. Victor Crane, l'homme qui a tué son père, l'homme qui a indirectement tué Thomas Sullivan, et maintenant il voulait utiliser Grace pour compléter sa symphonie de vengeance. Gabriel a sorti son téléphone et a composé un numéro. Ressources humaines, a-t-il dit lorsque l'appel a été connecté. Derek Lawson, directeur de l'Obsidian. Licenciez-le immédiatement. Motif, violation grave de la politique de l'entreprise. Occupez-vous des formalités et faites-le sortir du restaurant dans les 15 minutes. Il a mis fin à l'appel puis a composé un autre numéro. Marcus, Derek Lawson quittera le restaurant dans 15 minutes. Sa voix était de glace. Occupe-toi de lui quand il sortira, proprement. Derek a tout entendu. Son visage espacé du blanc papier à un gris maladif. Il savait ce que proprement signifiait. Monsieur Mercer, s'il vous plaît. Gabriel ne l'a pas regardé. Il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte. Vous avez choisi le mauvais camp, a-t-il dit, sa voix vide d'émotion. Et maintenant, vous allez payer pour ce choix. La porte s'est ouverte et s'est refermée. Gabriel est parti, laissant Derek seul dans la pièce avec une condamnation à mort déjà prononcée. Il ne survivrait pas à cette nuit. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans le penthouse de Gabriel comme un rêve étrange pour Grace. Elle n'était toujours pas habituée à l'immensité de l'endroit, aux murs de verre qui donnaient sur tout Los Angeles scintillant la nuit, au silence luxueux qu'elle n'avait jamais connu.
Tout ici était à des années-lumière de la vie de misère et de lutte qu'elle avait menée pendant 8 ans. Gabrielle était occupée à se préparer à affronter Victor Crane. Il rencontrait Marcus et ses hommes les plus proches, étudiait des cartes, élaborait un plan d'attaque. Il y avait des appels qui duraient des heures, des discussions tendues auxquelles Grace n'était pas autorisée à assister. Mais peu importe à quel point il était occupé, Gabriel trouvait toujours du temps pour elle. Chaque soir, il dînait avec elle. Pas des banquets somptueux dans des restaurants chers, mais des repas simples dans la salle à manger du penthouse. Il parlait de choses ordinaires, des livres que Grace avait lus quand elle était encore à l'école, des rêves qu'elle avait abandonnés quand elle avait dû arrêter ses études à mi-parcours, des petits souvenirs de Thomas Sullivan que Gabriel portait encore. Un après-midi, alors que Gabriel entrait dans le salon, il a trouvé Grace recroquevillée sur le canapé, les yeux fixés sur un vieux livre qu'elle avait découvert sur une étagère. Elle le lisait si attentivement qu'elle ne l'a pas remarqué. Gabriel est resté là à la regarder un moment, et un léger sourire a effleuré ses lèvres. Le lendemain, lorsque Grace est entrée dans sa chambre, elle s'est arrêtée net. Sur la petite table à côté de son lit se trouvait une pile de livres neufs, les mêmes livres qu'elle avait mentionnés dans une conversation avec Gabriel quelques jours plus tôt, ceux qu'elle avait autrefois rêvé de lire, mais n'avait jamais eu l'argent pour acheter. Grace en a pris un, ses doigts tremblants en effleurant la couverture. Elle n'a pas pleuré, mais quelque chose s'est serré dans sa gorge. Personne ne s'était soucié d'elle comme ça depuis la mort de sa mère. Personne ne se souvenait des petites choses qu'elle disait, des rêves qu'elle murmurait. Gabriel avait écouté et il s'en était souvenu. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, Grace a regardé Gabriel et a parlé doucement. Merci pour les livres. Gabriel a juste hoché la tête et n'a rien dit, mais ses yeux se sont adoucis d'une fraction. Et Grace a réalisé que sous cette froideur extérieure, il y avait un cœur qui essayait de se manifester. Cette nuit-là, Grace n'a pas pu dormir. Elle est sortie dans le salon pour un verre d'eau et a trouvé Gabriel debout sur le balcon. Il avait enlevé sa veste et ne portait qu'une chemise blanche, et dans la pénombre, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Des cicatrices, de longues cicatrices déchiquetées qui parcouraient son dos sous le tissu fin. Grace s'est approchée. Gabriel s'est retourné, une lueur de surprise traversant son visage quand il l'a vue. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Grace n'a pas répondu. Ses yeux sont restés sur son dos, sur les cicatrices qui apparaissaient et disparaissaient avec la lumière. « De cette nuit-là ?» a-t-elle demandé doucement. Gabriel a compris ce qu'elle voulait dire. Il est resté silencieux un moment, puis a hoché la tête. « La nuit où ton père m'a sauvé. J'ai pris 2 balles, une à l'épaule, une qui a éraflé mon dos. Si Thomas ne m'avait pas protégé, je serais mort. » Grace s'est approchée. Sans réfléchir, elle a tendu la main et a touché légèrement son dos à travers le tissu de sa chemise. Gabriel s'est immobilisé. Personne ne l'avait touché comme ça depuis longtemps. Pas pour attaquer, pas pour servir, juste pour toucher. « Tu portes ces cicatrices depuis 8 ans, » a murmuré Grace. « À cause de mon père. » Gabriel s'est tourné complètement pour lui faire face. Dans la pénombre du balcon, les yeux verts de Grace brillaient comme 2 gemmes, et Gabriel a réalisé qu'il la regardait plus longtemps que nécessaire. Quelque chose changeait entre eux. Un fil invisible se nouait, lentement, silencieusement. Gabriel ne savait pas ce que c'était, mais il le sentait, et en regardant dans les yeux de Grace, il savait qu'elle le sentait aussi. La sonnerie de son téléphone a brisé le moment. Gabriel a rompu le contact visuel et a regardé l'écran. « Marcus. » Il a répondu. « Patron, tout est prêt. On peut te frapper Victor demain. » Gabriel a hoché la tête, même si Marcus ne pouvait pas le voir. « Bien, demain. » Il a mis fin à l'appel, mais il ne s'est pas retourné vers Grace tout de suite. Quelque chose en lui était lourd, un pressentiment, une inquiétude, une agitation qu'il ne pouvait expliquer. Comme si une tempête approchait, et il ne savait pas s'il pourrait protéger la fille qui se tenait derrière lui. Cette nuit-là, après que Grace soit allée se coucher, Gabriel s'est assis dans son bureau avec Marcus. Le bureau était couvert de cartes, d'images satellites du complexe d'entrepôt où se cachait Victor Crane, et d'une liste des personnes qui participeraient à l'attaque du lendemain. « Nous avons 20 hommes, » a dit Marcus, son doigt marquant des positions sur la carte. « Nous nous diviserons en 3 groupes. Le groupe 1 bloque la sortie nord, le groupe 2 le sud,
Le groupe 3 entre par l'avant. Victor n'aura nulle part où fuir. Gabriel a hoché la tête, mais ses yeux n'étaient pas entièrement sur la carte. Le sentiment de malaise de tout à l'heure s'accrochait encore à lui comme un fantôme. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans ses os, dans son sang, dans les instincts d'un homme qui avait survécu à des centaines de guerres. « Patron ?» Marcus l'a étudié. « Quelque chose ne va pas ?» Gabriel a secoué la tête. « Non, continue. » Et puis les lumières se sont éteintes. Le penthouse entier a plongé dans l'obscurité en un instant. Gabriel et Marcus ont bondi en même temps, les mains cherchant leurs armes. Puis les coups de feu ont explosé. Pas un coup, mais une rafale. De la cage d'escalier, du couloir, de partout. Des vitres qui se brisent, des cris, des corps qui tombent au sol. « On est attaqué !» a crié Marcus, sortant son pistolet. Gabriel bougeait déjà. Il s'est jeté sur la porte du bureau, l'a ouverte et a vu l'enfer. Ses gardes tombaient un par un. Des silhouettes sombres se déplaçaient vite comme des spectres dans le noir, des pistolets à silencieux crachant des éclairs mortels. Le système de sécurité avait été désactivé. Quelqu'un l'avait piraté de l'intérieur. Il y avait un traître. Les hommes de Victor avaient été neutralisés. Tout avait été nettoyé, mais Gabriel ne se souciait de rien de tout cela. « Marcus, protège Grace !» a crié Gabriel en tirant sur les attaquants. Il a abattu un homme, puis un deuxième, mais ils étaient trop nombreux. Pour chaque homme qui tombait, 2 autres apparaissaient. Marcus s'est battu à ses côtés, mais une balle lui a traversé l'épaule droite et l'a fait chanceler. « Marcus !» Gabriel a essayé de ramener son second en arrière, mais à ce moment-là, un coup violent à l'arrière de sa tête l'a secoué. Puis un autre, et un autre. Gabriel est tombé lourdement, son arme glissant de sa main. Quand il a essayé de se relever, une botte s'est enfoncée dans son dos, le clouant face contre terre. Il a été retourné, les mains liées derrière lui. Quand il a relevé la tête, il l'a vu. Victor Crane. 8 ans ne l'avaient pas beaucoup changé. Le même visage anguleux, des traits durs comme de la pierre, les mêmes yeux noirs profonds, sans la moindre trace de sentiment. Le même sourire froid d'un homme qui savourait la souffrance des autres. Il s'est avancé devant Gabriel, un pistolet à la main. Autour de lui se tenaient les assassins, tenant fermement les gardes qui étaient encore en vie. Marcus gisait sur le sol, le sang coulant de son épaule, son visage tordu de douleur. « Gabriel Mercer », a dit Victor, sa voix comme le sifflement d'un serpent. 8 ans que j'attends ce moment. Gabriel a regardé en arrière, ses yeux toujours glaciaux même dans la défaite. « Je te croyais mort, Victor. » Victor a ri d'un rire sec et cruel. « Tu le croyais. Le monde entier le croyait, mais je suis toujours en vie. Je suis resté en vie pour ce jour, le jour où je me tiens ici et te regarde à genoux à mes pieds. » Il s'est approché, a levé l'arme et l'a pointé droit sur le front de Gabriel. « Ton père est mort de ma main. J'ai donné l'ordre pour cette embuscade cette nuit-là. C'est moi qui voulais rayer la famille de Mercer de la carte de Los Angeles. » Gabriel a serré les dents, la rage bouillonnant dans ses veines. « Et Thomas Sullivan a ruiné mon plan parfait, » a poursuivi Victor, sa voix épaisse de haine. « Il t'a sauvé, il t'a laissé vivre, et à cause de ça, j'ai tout perdu. Mon statut, mon pouvoir. 8 ans à vivre comme un rat dans le noir. » Il s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Gabriel. « Mais maintenant, je vais finir ce que j'ai commencé. Tu vas mourir. Et avant de mourir, tu regarderas la fille de Thomas Sullivan souffrir pour ce que son père m'a fait. » Gabriel a tressailli. « Grace ne la touche pas, a-t-il rugi, se débattant contre ses liens. Mais les hommes qui le tenaient étaient trop forts. » Victor a ri bruyamment. « Trop tard, Gabriel. Mes hommes la cherchent en ce moment même. » Dans sa chambre au fond du couloir, Grace s'est réveillée en sursaut au son des coups de feu. La panique l'a envahie. Elle ne savait pas ce qui se passait. L'instinct de survie l'a poussée en avant, vers la pièce sécurisée que Gabriel lui avait montrée plus tôt. Elle a sprinté à l'intérieur, a verrouillé la porte, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur de la pièce sécurisée se trouvait un écran montrant les caméras de sécurité. Grace a regardé l'écran et son cœur a semblé s'arrêter. Gabriel était à genoux sur le sol du salon, les mains liées. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas pointait une arme sur sa tête, et autour d'eux se trouvaient des dizaines d'inconnus tenant des armes. « Non »,
a murmuré Grace, les mains tremblantes pressées contre l'écran. Gabriel. Grace se tenait dans la pièce sécurisée, les yeux rivés sur l'écran de la caméra. Elle a vu Gabriel à genoux sur le sol, les mains liées dans le dos. Le canon d'une arme était pointé droit sur sa tête. Elle a vu Marcus allongé immobile dans le coin, le sang s'étalant sur le sol. Elle a vu les corps des gardes éparpillés partout, et elle a vu l'homme debout devant Gabriel. Un visage froid comme la glace, des yeux noirs et sans fond, dépourvus de toute humanité. À travers l'audio de la caméra, elle a entendu sa voix, chaque mot comme une lame lui transperçant le cœur. Thomas Sullivan t'a sauvé une fois, Gabriel. Il s'est jeté devant les balles pour toi, a donné sa vie pour que tu puisses vivre. Victor a laissé échapper un rire fin et moqueur. Mais il n'est plus là. Personne ne va te sauver ce soir. Grace tremblait. Elle a reculé jusqu'à ce que son dos heurte le mur glacé de la pièce sécurisée. Son père, l'homme qu'elle croyait mort dans un banal accident de camion. Il s'avérait qu'il avait donné sa vie pour sauver Gabriel, et maintenant Gabriel était sur le point de mourir des mains de l'ennemi de son père. Elle pouvait rester ici. Elle pouvait se cacher dans cette pièce sécurisée jusqu'à ce que ce soit fini. Elle pouvait survivre. Mais Gabriel mourait. L'homme qui lui avait dit la vérité sur son père mourait. L'homme qui l'avait protégé de Derek mourait. L'homme qui avait discrètement acheté les livres qu'elle aimait, qui avait dîné avec elle tous les soirs, qui l'avait regardée avec une douceur que personne ne lui avait donnée depuis la mort de sa mère. Il mourrait, et elle porterait cela pour le reste de sa vie, comme elle avait porté la mort de son père, comme elle avait porté la mort de sa mère. Seule, toujours seule. Grace a fermé les yeux, et l'image de son père est apparue dans son esprit. Thomas Sullivan. Elle n'avait pas beaucoup de souvenirs de lui, mais elle se souvenait de ses yeux, les mêmes yeux verts qu'elle portait, la regardant toujours avec un amour si profond qu'il semblait infini. Il était mort pour sauver quelqu'un d'autre. Il avait choisi la mort pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. C'était l'homme dont le sang coulait dans ses veines. C'était l'héritage qu'il lui avait laissé. Pas de l'argent, pas un statut, du courage, une volonté de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Grace a ouvert les yeux. Il ne tremblait plus. Il s'illuminait d'une résolution qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle s'est retournée et a balayé la pièce sécurisée du regard. Gabriel lui avait dit qu'elle contenait tout ce dont elle avait besoin pour survivre. De la nourriture, de l'eau et des armes. Elle l'a trouvée dans le placard le plus bas, une arme de poing. Elle n'avait jamais tiré avec une arme de sa vie. Elle ne savait pas comment viser, comment tenir fermement, comment contrôler le recul, mais elle savait comment appuyer sur la gâchette. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait. Grace a pris l'arme, a senti son poids froid dans sa main, puis elle est allée à la porte de la pièce sécurisée, a pris une longue inspiration et l'a ouverte. Le couloir était d'un noir d'encre. Des voix provenaient du salon. Grace a avancé un pas à la fois, faisant tout son possible pour ne pas faire de bruit. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais ses pieds continuaient d'avancer. Quand elle a atteint l'entrée du salon, elle a entendu la voix de Victor. « Un dernier mot, Gabriel, avant que je t'envoie rejoindre ton père. » Grace n'a pas attendu une seconde de plus. Elle est sortie de l'obscurité, l'arme levée. « Arrêtez !» Toutes les pères dieux dans la pièce se sont tournés vers elle. Les hommes de main de Victor, Marcus sur le sol, et Gabriel la regardant avec une horreur béante dans les yeux. « Grace, non !» a-t-il crié, mais Victor est seulement souri. Il s'est tourné vers elle, la surprise traversant son visage avant de se durcir en quelque chose comme du plaisir. « La fille de Thomas Sullivan », a-t-il dit lentement, savourant chaque mot. « Eh bien, je suis damné. J'allais venir te chercher, mais tu es venu à moi. Comme c'est pratique. » Grace a pointé l'arme sur lui, sa main tremblant mais ne baissant pas. « Laissez-le partir. » Victor a éclaté de rire. « Et qu'est-ce que tu vas faire? Me tirer dessus? Tu ne sais même pas comment tenir une arme correctement. » Grace n'a pas répondu. Elle a appuyé sur la gâchette. Le coup a retenti dans la pièce. La balle n'a pas touché Victor, mais elle a frappé l'épaule d'un de ses hommes qui se tenait à côté de lui. Le chaos a éclaté. Les hommes de Victor ont sursauté, se précipitant pour faire face à la nouvelle menace, et à cet instant, Victor a tourné son arme vers Grace. Il a tiré. Grace a senti un coup violent à l'estomac. Elle a baissé les yeux et a vu du sang s'étaler sur sa chemise.
Puis ses jambes ont fléchi et elle s'est effondrée sur le sol. Grace! Le rugissement de Gabriel a déchiré le bruit comme le cri d'une bête blessée. Dans le chaos, il a tiré fort et s'est libéré des hommes qui le tenaient. Au même moment, Marcus, malgré sa blessure, est saisi l'arme d'un garde-mort. Il a visé et tiré, abattant 2 des hommes de Victor en un instant. La pièce est devenue un champ de bataille, et Grace gisait là, le sang coulant de sa blessure, les yeux fixés sur le plafond, ses lèvres formant une question que personne n'a entendue. « Papa, ai-je bien fait? » Gabriel a cessé de réfléchir. L'instinct de combat qui l'avait nourri pendant plus d'une décennie dans le monde interlope a éclaté comme un feu qu'il ne pouvait plus contrôler. Il a chargé Victor avec toute la force et la fureur qui s'étaient accumulées en lui depuis 8 ans. Victor n'a même pas eu le temps de réagir. Le premier coup de poing de Gabriel a atterri en plein dans son visage et l'a fait reculer en titubant. Le pistolet a volé de la main de Victor et a heurté le sol avec un cliquetis froid et métallique. Mais Victor n'était pas faible. Il n'avait pas survécu dans ce monde pendant des décennies par chance. Il a retrouvé son équilibre et a porté un contre-coup à la mâchoire de Gabriel. Les 2 hommes se sont heurtés comme des animaux sauvages. Pas d'armes, pas de couteau, seulement des poings et de la haine. Gabriel a frappé, Victor a bloqué et a riposté. Victor a donné un coup de pied, Gabriel a esquivé et a enfoncé un coup de poing dans ses côtes. Ils ont roulé sur le sol, se sont heurtés à une table, se sont heurtés à un mur, le sang giclant des coupures sur leurs 2 visages. Autour d'eux, Marcus et les gardes, encore en vie, combattaient les hommes de Victor. Coups de feu, cris, corps tombant au sol. Mais Gabriel n'entendait rien de tout cela. Son monde s'est rétréci jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ennemi en face de lui. « Tu as tué mon père », a rugi Gabriel, enfonçant son poing dans le visage de Victor. « Tu as tué Thomas. » Un autre coup de poing. « Tu as blessé Grace. » Un 3e coup de poing a envoyé Victor à plat sur le dos. Gabriel l'a immobilisé, les 2 mains serrant la gorge de Victor. Victor s'est débattu, ses ongles griffant les bras de Gabriel, mais Gabriel n'a pas lâché prise. Ses yeux étaient injectés de sang, sa respiration saccadée, tout son corps tremblant d'une rage qu'il ne pouvait contenir. Victor allait mourir. Gabriel allait le tuer de ses propres mains. Puis il l'a entendu, un faible murmure, si petit qu'il a été presque englouti par le chaos environnant. Mais Gabriel l'a entendu, comme si ce son avait été fait pour lui et lui seul. « Ai-je bien fait? Comme mon père? » Grace. Gabriel a tourné la tête et son cœur a eu l'impression que quelqu'un l'avait serré. Elle était allongée là, à quelques mètres seulement, le sang s'étalant de la blessure à son abdomen. Ses yeux verts fixaient le plafond, ses lèvres bougeant, parlant à quelqu'un qu'elle seule pouvait voir. Le souvenir l'a frappé comme un raz de marée. Il y a 8 ans, Thomas Sullivan dans ses bras, le sang imbibant sa chemise, les mêmes yeux verts s'assombrissant, et les derniers mots que Thomas avait murmurés, « Vise ma fille, Grace. » L'histoire se répétait. La fille de Thomas Sullivan était sur le sol, saignant, demandant si elle avait bien fait, exactement comme son père l'avait fait il y a 8 ans. Gabriel a relâché Victor. Victor n'avait plus d'importance. Rien n'avait d'importance maintenant, sauf la fille allongée là. Gabriel s'est précipité vers Grace et tombé à genoux et a posé sa tête sur sa cuisse. « Grace, Grace, regarde-moi. » Ses yeux verts ont vacillé puis ont trouvé son visage. Elle a essayé de sourire, mais c'était faible et douloureux. « Tu vas bien? » a-t-elle demandé dans un souffle. La gorge de Gabriel s'est serrée. Elle saignait. Elle pouvait être en train de mourir, et elle demandait s'il allait bien. « Je vais bien. Tu vas aller bien. Tu m'entends? Tu vas aller bien. » Il a pressé sa main sur sa blessure, essayant d'arrêter le saignement. Du sang chaud et visqueux a coulé entre ses doigts, et Gabriel a eu l'impression que c'était son propre sang qui s'écoulait. « Appelez une ambulance !» a-t-il crié à Marcus, qui venait d'abattre le dernier homme de Victor. « Maintenant !» Marcus a hoché la tête, tremblant en sortant son téléphone. Gabriel s'est retourné vers Grace. Elle le regardait, ses yeux commençant à se voiler, luttant toujours pour se concentrer. « Mon père, il sera fier, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé à nouveau, plus faiblement qu'avant. Gabriel a senti les larmes monter. Pour la première fois en 8 ans, il a pleuré. « Il sera si fier, » a-t-il dit, la voix brisée. « Mais tu dois vivre, Grace. Tu dois vivre pour que je puisse te le dire tous les jours. Tu m'entends?
Grace a esquissé un sourire faible et fragile, puis ses yeux se sont fermés. Grace! Grace! Gabriel l'a secouée, la panique le déchirant, mais elle respirait encore. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait encore, à peine. Elle s'était seulement évanouie à cause de la perte de sang. La sirène d'une ambulance a retenti au loin, se rapprochant. Gabriel a tenu Grace contre lui, refusant de la quitter des yeux ne serait-ce qu'une seconde. Derrière lui, Victor Crane gisait immobile sur le sol, menotté par Marcus. Il était toujours en vie, et il souhaiterait ne pas l'être, mais cela pouvait attendre. Pour l'instant, il n'y avait que Grace, seule la fille aux yeux verts dans ses bras, luttant à la frontière entre la vie et la mort. « Tu vas t'en sortir », a murmuré Gabriel, comme une prière, comme un vœu. « Je ne vais pas te perdre, pas comme j'ai perdu ton père. » L'ambulance est arrivée en moins de 10 minutes. Les ambulanciers se sont précipités, ont soulevé Grace sur une civière et ont commencé les soins d'urgence immédiatement. Gabriel est resté là à les regarder travailler, ses mains encore maculées de son sang, et il a eu l'impression qu'un morceau de son âme était allongé sur cette civière avec elle. Avant que l'ambulance ne parte, il y avait une chose qu'il devait faire. Victor Crane gisait sur le sol, menotté par Marcus, le visage meurtri et enflé par le combat avec Gabriel. Il était en vie, mais son bras droit et sa jambe gauche étaient cassés, l'os sortant de la peau dans un angle grotesque. Il gémissait de douleur, et ses yeux noirs brillaient encore de haine alors qu'il regardait Gabriel s'approcher. Gabriel s'est arrêté devant lui et a regardé l'homme qui avait détruit sa vie il y a 8 ans, l'homme qui avait tué son père, l'homme qui avait forcé Thomas Sullivan à se sacrifier, l'homme qui avait failli tuer Grace ce soir. « Tu crois que tu as gagné? » Victor a craché du sang et a ricané. « Tue-moi, finis-en. » Gabriel l'a regardé, ses yeux froids comme la glace. « La mort est trop facile pour toi, a-t-il dit lentement, chaque mot clair. Tu vivras. Tu vivras longtemps, et chaque jour que tu vivras, tu souhaiteras être mort ce soir. » Il s'est tourné vers Marcus et a fait un signe des yeux. « Emmène-le, tu sais quoi faire. » Marcus a hoché la tête, a soulevé Victor et l'a traîné au loin. Les gémissements de Victor ont résonné dans le penthouse en ruine, mais Gabriel s'en fichait. Il a couru dehors, a sauté dans une voiture et a suivi l'ambulance qui emmenait Grace à l'hôpital. Pendant tout le trajet, il n'y avait qu'une seule pensée dans son esprit. Elle doit vivre. Elle doit vivre. À l'hôpital, Grace a été emmenée directement en chirurgie. Les portes se sont refermées sur le visage de Gabriel, et tout ce qu'il pouvait faire était de rester là, regardant à travers la petite fenêtre, observant les médecins et les infirmières s'affairer autour de son petit corps. Puis quelqu'un a tiré le rideau et il ne pouvait plus rien voir. Gabriel s'est affalé sur une chaise en plastique dans le couloir, la tête baissée, les mains jointes. Le sang de Grace était toujours sur lui, séché maintenant, entraîné brun foncé. Il n'a pas pris la peine de le laver. Il ne pouvait rien faire d'autre que de s'asseoir là et d'attendre. 1 heure est passée, 2, 3, 4. Chaque minute semblait durer 1 an. Chaque fois que les portes de la salle d'opération s'ouvraient, le cœur de Gabriel semblait s'arrêter, pour ne recommencer que lorsqu'il réalisait que c'était juste une infirmière qui sortait chercher plus de matériel. Pendant ces 4 heures, Gabriel a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis de nombreuses années. Il a prié. Il ne savait pas à qui il priait. Il n'était pas un homme de foi, mais ce soir, dans un couloir d'hôpital froid, avec l'odeur de désinfectant dans le nez et l'écho lointain des machines médicales, il a prié. Il a prié pour la fille aux yeux verts qui se battait pour vivre de l'autre côté de ses portes. Il a prié pour la fille de l'homme qui était mort pour le sauver. Il a prié pour Grace Sullivan, qui était sortie de la pièce sécurisée pour le sauver, tout comme son père l'avait fait il y a 8 ans. Finalement, après 4 heures, les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Un médecin est sorti, a baissé son masque, son visage fatigué mais pas crispé par la peur. Gabriel s'est levé d'un bond et s'est dirigé droit vers lui. « Comment va-t-elle » Le médecin l'a regardé et a fait un petit signe de tête. La blessure était grave. La balle a failli toucher son foie. Elle a perdu beaucoup de sang. Il a fait une pause et Gabriel a eu l'impression qu'il allait cesser de respirer. Mais elle va vivre. C'est une jeune femme forte. Gabriel a laissé échapper un souffle, ses jambes menaçant de céder. Elle va vivre. Grace va vivre. Puis-je la voir? Le médecin a hoché la tête.
Elle est transférée en salle de réveil. Elle n'est pas encore réveillée, mais vous pouvez rester avec elle. Gabriel n'avait pas besoin d'entendre autre chose. Il a suivi une infirmière jusqu'à la salle de réveil, où Grace était allongée dans un lit d'hôpital. Elle avait l'air petite et fragile, sa peau pâle, ses lèvres sèches, ses yeux bien fermés. Des perfusions et des moniteurs cardiaques l'entouraient comme une toile, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait encore. Elle respirait encore. Elle était toujours en vie. Gabriel a tiré une chaise et s'est assis à côté du lit. Il a tendu la main et a pris la petite main de Grace dans la sienne. Sa main était froide, mais il pouvait sentir le faible pouls sous sa peau. « Je suis là », a-t-il murmuré, serrant doucement sa main. « Je ne vais nulle part. Quand tu te réveilleras, je serai là. » Et il est resté là, ne la quittant jamais des yeux, attendant le moment où ses yeux verts s'ouvriraient à nouveau. 2 jours se sont écoulés comme 2 ans pour Gabriel. Il n'a pas quitté l'hôpital, n'est pas rentré chez lui, n'a pas dormi une seule nuit complète. Il était assis sur la chaise à côté du lit de Grace, la regardant respirer, regardant le moniteur cardiaque clignoter à son rythme régulier et attendant. De temps en temps, une infirmière entrait pour la contrôler, changer la perfusion, noter des chiffres. Elle le regardait avec inquiétude, l'exhortant à aller se reposer, mais il secouait seulement la tête. Il n'allait nulle part, pas avant qu'elle ne se réveille. Marcus est passé quelques fois, rendant compte de ce qui se passait à l'extérieur. Victor Crane avait été déplacé dans un endroit que personne ne pouvait trouver. Il était toujours en vie, comme Gabriel l'avait promis, mais il souhaiterait mourir chaque jour pour le reste de sa vie. Il ne se souciait que de la fille allongée dans le lit d'hôpital en face de lui. Le matin du 3e jour, alors que la lumière du soleil commençait à se glisser par la fenêtre de l'hôpital, Grace a ouvert les yeux. Le verre de ses yeux a vacillé plusieurs fois, essayant de s'adapter à la lumière. Elle a fixé le plafond blanc et austère, puis a lentement tourné la tête sur le côté et elle l'a vu. Gabriel était assis sur la chaise à côté du lit, penché en avant, les yeux rivés sur elle. Il ressemblait à quelqu'un d'autre. Une barbe de plusieurs jours piquait son visage. Des cernes sombres et meurtries se creusaient sous ses yeux par manque de sommeil. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre. Le plus puissant chef de la mafia de Los Angeles ressemblait maintenant à un homme qui avait rampé hors de l'enfer. Grace a essayé de parler, mais sa gorge était irritée et sèche. Elle a dégluti, a forcé sa voix à fonctionner, et finalement, une phrase est sortie, rauque mais teintée d'humour. « Tu as une mine affreuse. » Gabriel s'est figé une seconde, comme s'il ne croyait pas ce qu'il avait entendu. Puis un souffle s'est échappé de sa poitrine, lourd et soulagé à la fois. « Tu es réveillé, a-t-il dit, sa voix rauque après des jours sans sommeil. « Tu es réveillé. » Il l'a répété comme s'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour croire que c'était réel. Grace a essayé de se souvenir de ce qui s'était passé. Des images floues ont commencé à faire surface dans son esprit. Des coupes de feu, la pièce sécurisée, l'écran de la caméra, Gabriel à genoux, l'arme à la main, puis la douleur, puis l'obscurité. « Victor ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude dans la voix. Gabriel l'a regardé, ses yeux s'assombrissant légèrement à ce nom. « Réglé », a-t-il dit simplement. « Il ne fera plus jamais de mal à personne. » Grace a fait un petit signe de tête, sentant quelque chose de lourd se soulager de sa poitrine. Mais il y avait encore une question qui la hantait depuis le moment où elle avait appuyé sur la gâchette et était sortie de la pièce sécurisée. « Mon père », a-t-elle commencé, sa voix tremblante, « serait-il fier ?» Gabriel l'a regardé, et dans ses yeux il y avait quelque chose que Grace n'avait jamais vu auparavant. De la douceur, de la tendresse, et peut-être une larme qu'il essayait de ne pas laisser tomber. « Il te gronderait, » a dit Gabriel, sa voix s'étranglant. « Il te gronderait pour ton imprudence, pour être sorti de la sécurité, pour affronter un tueur, pour avoir failli te faire tuer. » Il a fait une pause, déglutissant difficilement. « Mais oui, il serait fier, tu as fait ce qu'il a fait il y a 8 ans. Tu m'as sauvé, tu t'es sacrifié pour protéger quelqu'un d'autre. Thomas Sullivan serait fier de sa fille, et je... » Il s'est arrêté, incapable de finir. Mais Grace a compris. Elle a compris ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Elle a tendu la main, faible et tremblante, mais elle a trouvé son chemin jusqu'à la sienne. Gabriel a immédiatement pris sa main, la serrant comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Merci », a murmuré Grace.
de m'avoir dit la vérité sur mon père, de m'avoir protégé, d'être là. Gabriel n'a pas parlé. Il a seulement serré sa main plus fort, ses doigts s'entrelaçant dans les siens, comme une promesse qui n'avait pas besoin de mots. Ils sont restés assis là en silence alors que la lumière du matin se déversait par la fenêtre, déposant une chaude couche dorée sur eux deux. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Parfois, le silence en dit plus que n'importe quelle langue, et à ce moment-là, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé entre eux. Un fil invisible avait été noué, un fil fait de sang, de sacrifices, de larmes, et de quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Les jours qui ont suivi se sont déroulés à l'hôpital comme un rêve étrange pour Grace. Elle se remettait peu à peu, la blessure commençant à se refermer, la douleur s'atténuant grâce aux médicaments et aux soins constants de l'équipe médicale. Mais ce qui l'a le plus surprise, ce n'est pas la rapidité avec laquelle son corps a guéri. C'était Gabriel. Il n'est pas parti. Pendant tous les jours où elle est restée dans ce lit d'hôpital, il était là, juste à côté d'elle. Il dormait sur la chaise à côté de son lit, même si elle était dure et inconfortable. Il mangeait les repas fades de l'hôpital, les mêmes qu'elle. Il lui lisait des histoires quand elle était fatiguée. Il l'a aidé à faire ses premiers pas à nouveau lorsque le médecin l'a finalement autorisé. Le plus puissant chef de la mafia de Los Angeles s'était transformé en un soignant dévoué. Et Grace ne savait pas quoi en penser. Un après-midi, alors que la lumière du soleil à l'extérieur de la fenêtre commençait à s'estomper, Gabriel était assis sur sa chaise habituelle et regardait Grace adossée à ses oreillers Guillaume, lisant un des livres qu'il lui avait apportés. Elle avait l'air plus forte maintenant, une pointe de couleur de retour sur ses joues, le vert de ses yeux à nouveau brillant. « Grace », a-t-il dit, brisant le silence. Elle a levé les yeux et a posé le livre. « Oui ». Gabriel l'a étudié un moment, comme s'il cherchait les bons mots. Puis il a parlé, sa voix basse et lente. « Tu m'as sauvé, comme ton père l'a fait il y a 8 ans. » Grace a esquissé un petit sourire inclinant la tête. « Alors on est quitte ?» Gabriel a secoué la tête, sérieux. « Non, nous ne sommes pas quittes. Ton père m'a sauvé une fois et je lui devais toute ma vie. Maintenant, tu m'as sauvé à nouveau. Maintenant, je te dois une vie aussi. » Grace est restée silencieuse un moment, le regardant. Puis elle a laissé échapper un souffle, ses yeux verts devenant plus profonds. « Je ne veux pas que tu me doives quoi que ce soit, a-t-elle dit, doucement mais avec certitude. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu me doives quelque chose. Je t'ai sauvé parce que... » Elle s'est arrêtée, ne sachant pas comment l'expliquer, parce qu'il lui avait dit la vérité sur son père, parce qu'il l'avait protégé de Derek, parce qu'il lui avait acheté les livres qu'elle aimait, parce qu'il avait dîné avec elle tous les soirs et parlé de choses ordinaires, parce que quand elle l'a vu à genoux avec une arme sur la tête, elle ne pouvait pas supporter l'idée de le perdre. « Alors que veux-tu » a demandé Gabriel, sa voix plus douce maintenant, ses yeux ne la quittant jamais. Grace l'a regardé longuement. Elle a pensé aux 8 dernières années, 8 ans à vivre seule après la mort de son père, 6 ans à s'occuper de sa mère malade, puis à la regarder s'éteindre. Des années à travailler jusqu'à l'épuisement pour rembourser une dette, sans personne à ses côtés, personne sur qui s'appuyer. Elle s'était habituée à la solitude. Elle avait cru qu'elle serait seule pour toujours. « Je veux ne plus être seule », a-t-elle dit, un murmure, mais chaque mot clair. « Pendant 8 ans, j'ai été seule. Quand mon père est mort, j'étais seule. Quand ma mère s'est tombée malade, je me suis occupée d'elle seule. Quand ma mère est morte, je l'ai enterrée seule. Quand Derek me tourmentait, je l'ai endurée seule. Je suis si fatiguée. » Elle a levé les yeux vers lui, des larmes les illuminant. « Je n'ai pas besoin que tu me doives quoi que ce soit. J'ai juste besoin de ne plus être seule. » Gabriel n'a pas parlé pendant un long moment. Il l'a seulement regardé, ses yeux profonds et sombres, mais quelque chose à l'intérieur commençait à briller. Puis il a tendu la main, a pris la sienne et l'a serrée fort. « Tu ne seras pas seul, a-t-il dit, sa voix basse et stable comme un vœu. Plus jamais. » Grace a baissé les yeux sur sa main, tenant la sienne, a senti la chaleur et la fermeté de ses doigts. Il n'y a pas eu de baiser, pas de grande confession, pas de belles promesses, seulement 2 mains jointes, 2 regards qui se croisent, et une promesse qui n'avait pas besoin d'être enjolivée par des mots. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel d'un orange intense.
La lumière s'est déversée dans la chambre d'hôpital et a déposé une chaude couleur dorée sur eux deux. Grace a regardé dehors, puis a regardé Gabrielle, et pour la première fois depuis longtemps, elle a senti que quelque chose de différent l'attendait. Pas l'obscurité, pas la solitude, pas le désespoir, mais la lumière, l'espoir, quelqu'un qui lui tenait la main et lui disait qu'elle n'aurait plus jamais à être seule. 3 mois plus tard, Grace se tenait devant le miroir de sa chambre au penthouse, regardant son propre reflet. La cicatrice sur son abdomen avait guéri, ne laissant qu'une légère ligne qui resterait avec elle pour le reste de sa vie. Mais elle ne la détestait pas. C'était la preuve de la nuit où elle avait choisi de se lever, de se battre, de devenir la fille dont son père serait fier. Elle s'était complètement rétablie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. 3 mois à vivre dans le penthouse de Gabrielle, à être soignée, protégée, aimée, avait guéri des blessures que 8 ans de solitude avaient creusées en elle. Elle n'était plus la fille tremblante dans la salle de pause des employés. Pleurant seule parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle l'avait changé, et ce n'était pas seulement d'elle. Une semaine après que Grace ait quitté l'hôpital, Gabrielle lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait la confirmation que la dette de 127 000 avait été entièrement payée. Grace a d'abord refusé, disant qu'elle ne pouvait pas accepter une telle somme d'argent. Mais Gabrielle l'a seulement regardé et a dit une seule phrase. « C'est le fonds de loyauté que ton père a gagné. Il a travaillé pour ma famille pendant plus de 20 ans. C'est ce qu'il aurait dû recevoir il y a longtemps. » Grace ne pouvait pas discuter avec cette logique, et au fond, elle savait que Gabrielle avait raison. Son père avait sacrifié sa vie. Aucune somme d'argent, aussi grande soit-elle, ne pourrait rembourser ce sacrifice. Le fardeau financier levé, Grace pouvait enfin faire ce dont elle rêvait depuis 6 ans. Elle est retournée à l'université, s'est inscrite au crédit restant dont elle avait besoin pour obtenir son diplôme. Cette fois, elle n'a pas eu à travailler 3 emplois à la fois pour payer les frais de scolarité. Cette fois, elle pouvait se concentrer sur ses études, sur son avenir, sur ce qu'elle voulait devenir. Gabrielle dirigeait toujours son empire. Il était toujours le patron puissant que Los Angeles avait des raisons de craindre, mais quelque chose en lui avait changé. Les personnes les plus proches de lui l'ont remarqué. Marcus l'a remarqué. Jake l'a remarqué. Il était toujours froid, toujours décisif, toujours impitoyable quand il le fallait. Mais parfois, au milieu de réunions tendues, il jetait un coup d'œil à son téléphone et un léger sourire passait sur ses lèvres. Parfois, il rentrait plus tôt que d'habitude, juste pour être à l'heure pour le dîner avec la fille aux yeux verts. Ce soir, Grace se tenait sur le balcon du penthouse, regardant Los Angeles scintiller de lumières en contrebas. Un vent doux soufflait, apportant la fraîcheur de la fin de soirée, mais elle n'avait pas froid, elle se sentait en paix, un sentiment qu'elle croyait ne jamais connaître. Des pas légers ont résonné derrière elle, et Grace n'a pas eu besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Gabrielle est venue se tenir à côté d'elle et lui a tendu un verre de vin. Elle l'a pris, a bu une petite gorgée, et ils sont restés là en silence, épaule contre épaule, regardant dans la même direction, se comprenant sans avoir besoin de mots. Après un long moment, Grace a parlé, sa voix légère comme le vent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Gabrielle l'a regardé, ses yeux sombres reflétant les lumières de la ville. Je ne sais pas, a-t-il admis. Que veux-tu? Grace s'est tournée vers lui, ses yeux verts brillants dans la nuit. Elle a pensé aux 3 derniers mois, aux dîners qu'ils partageaient, aux livres qu'il lui achetait, aux nuits où ils s'asseyaient sur ce balcon à parler jusqu'à tard de tout et de rien, à la façon dont il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, à ce qu'elle ressentait quand elle était avec lui, en sécurité, valorisée, plus seule. « Je veux », a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, cherchant les bons mots. Puis elle a souri doucement et honnêtement. « Je veux essayer. » Gabriel l'a regardé un long moment, puis il a hoché la tête, un rare sourire s'épanouissant sur sa bouche. « Alors nous essayerons. » Ils se sont retournés vers la ville, les épaules se touchant toujours. Des verres de vin à la main. Pas de grandes promesses, pas de déclarations d'amour enflammées, juste 2 personnes qui avaient traversé l'obscurité, qui avaient perdu, qui avaient souffert, et qui se tenaient maintenant l'une à côté de l'autre, prêtes à entamer un nouveau chapitre.
À l'est, l'horizon commençait à s'éclaircir. Un nouveau jour était sur le point de commencer, et pour la première fois depuis longtemps, Grace et Gabrielle l'attendaient avec impatience. Parce que parfois, une dette de sang n'a pas besoin d'être remboursée par le sang. Elle peut être remboursée par une chance de vivre à nouveau et d'aimer. Cette histoire nous montre que dans la vie, peu importe à quel point vos circonstances deviennent sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Grace a perdu son père, a perdu sa mère, a porté un fardeau financier énorme, a été exploitée et menacée, mais elle n'a jamais abandonné. Et Gabriel, même s'il vivait dans le monde brutal de la mafia, a toujours gardé sa gratitude et sa loyauté envers l'homme qui lui a sauvé la vie. Le message le plus important que cette histoire veut partager est le pouvoir des liens humains. Personne ne peut vivre seul pour toujours. Nous avons tous besoin de quelqu'un à nos côtés pour partager, pour nous appuyer, pour traverser ensemble les nuits les plus longues. Si vous traversez une période difficile, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Ouvrez votre cœur, faites confiance et permettez aux autres d'entrer dans votre vie. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour écouter plus d'histoires significatives chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle touché? Y a-t-il un détail qui vous a ému? Un moment qui vous a fait réfléchir à votre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous voulons vraiment savoir ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Au revoir et à la prochaine vidéo. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et une vie remplie d'amour chaque jour.